Bonjour messieurs, dames, donc, je m'appelle Philippe Rollin, je suis ingénieur système réseau donc, chez Aruba et j'ai la charge d'assurer la promotion de nos solutions et d'aider dans le cas de figure à faire du design, de l'architecture à travers des petites opérations de consulting. Je vais rebondir sur ce que disait José, à savoir la place que prend le Wi-Fi maintenant dans la société et comme élément fondamental du média d'accès naturel pour accéder au système d'information. Donc on fait un certain nombre de constats, que l'usage change, que les utilisateurs ont leur propre desiderata en termes de moyens d'accès, en particulier à travers leurs équipements personnels, ce qui crée un certain nombre de soucis pour les opérateurs et les administrateurs de réseau. Et puis surtout, il y a cette question de la mobilité, où en fonction des différents métiers, les personnels sont amenés à se déplacer de site en site, voire même de zone en zone, dans l'environnement de l'entreprise. Ce qui nous amène à considérer un point, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le Wi-Fi, alors qu'il a été un média de confort, c'est-à-dire qu'on va le positionner dans telle salle ou telle salle pour pallier à tel manque de liaison filaire, devient, à l'instar de l'eau, l'électricité, une commodité. Je pense qu'on est un certain nombre à se faire à la réflexion qu'il y a 3 ans, on était heureux de trouver du Wi-Fi à un endroit, où aujourd'hui on serait plutôt la remarque de dire tiens, ici il n'y a pas de Wi-Fi. Donc voilà, ici je suis dans une zone où la liaison vers mon système d'information n'est pas possible. Bon, mais de côté les liaisons 3G, 4G, mais voilà, si on veut un bon service réseau, si on veut rester connecté avec le réseau de l'entreprise, en général, c'est via le Wi-Fi qu'on va le faire et pour un certain nombre de critères. Et pour cela, donc, Aruba a créé dès l'origine des solutions Wi-Fi innovantes avec beaucoup de technologies, et je vais en mentionner un certain nombre qui ont encore été accentués ces derniers temps. Déjà, la question de la sécurité avec le Wi-Fi a été au cœur des préoccupations à l'origine, et au niveau de nos contrôleurs, au niveau de nos systèmes, dès le début, on a installé un firewall. Ce firewall, par opposition au firewall classique, il n'était pas là pour en fait gérer des règles entre des subnets. Le firewall qui a été présent dans nos équipements était focalisé sur l'utilisateur. Et l'utilisateur, la connexion restera un point central de notre attention, puisqu'on a la volonté de régler et de conditionner l'accès au système d'information de manière différente entre les utilisateurs, quelle que soit la connexion, enfin le moyen dont ils viennent sur le réseau. Donc, à l'origine, un simple firewall, jusqu'au niveau 4. Aujourd'hui, ce firewall a été largement amélioré, puisqu'on s'intéresse jusqu'à la couchette et donc aux applications qui sont véhiculées par les utilisateurs. On est capable de détecter jusqu'à 2000 applications différentes. Et quand on dit 2000 applications, on mentionne en général comme exemple Facebook, mais Facebook c'est 4 applications sur un simple flux. Link c'est aussi 4 applications sur un simple flux. Donc on est capable de détecter ces sous-ensembles de flux de manière à leur donner la qualité de service et le rendement nécessaire au bon fonctionnement de ces applications. On est capable également de s'interconnecter avec l'environnement extérieur, à savoir avec le module API-PRF qui exploite ce firewall, qui permet d'en ressortir des statistiques, qui permet également d'aller faire un contrôle contextuel de la catégorie du site ou de la réputation du site. Donc on va interroger une base de données qui est hébergée chez Bright Cloud et on va récupérer, sur une requête faite, on va récupérer la catégorie. Et si la règle dit que pour telle et telle catégorie, il y a un droit ou un non-droit d'accès, eh ben on va fermer la porte, on va l'ouvrir. Ou que telle catégorie, on veut limiter le débit, parce que sinon l'impact serait trop important sur le reste du système, on peut le faire. Et qui plus est, sur nos contrôleurs, on peut le faire de manière dynamique. On se met sur la page, on clique sur le flux qui prend le plus de place, un gros carré, et on lui dit, ben voilà, on réduit de 30% de notre trafic, et c'est appliqué en temps réel sur les équipements. Donc, cet accent porté sur l'utilisateur et les applications qu'il utilise et l'impact qu'il a sur le réseau reste un élément prééminent dans le fonctionnement de nos solutions.
J'osais aborder la question du stable air, de la manière d'utiliser au mieux l'espace radiofréquence au bénéfice des utilisateurs. On a développé une solution qui est unique sur le marché, c'est-à-dire que vous ne la trouverez en aucun cas chez nos compétiteurs, qui s'appelle, c'est un marketing client match. Chez nous, en interne, on l'appelle ARMV3, mais bon, c'est plus joli client match sur le marché. Mais l'idée est de compenser un mal quasiment incurable dans les terminaux et dans les logiciels de nos PC, de nos tablettes et ainsi de suite. C'est que ce terminal remet très difficilement en question son attachement à une borne. En fait, la première fois, il écoute, il dit voilà, c'est le signal le plus fort, et pour lui c'est le seul critère, je m'attache à cette borne, et adieu bye. Et donc il ne remet pas en question, il ne réécoute pas en permanence les autres bornes pour savoir si à un moment donné il aurait un meilleur service, une meilleure qualité. Et même s'il trouvait un meilleur signal, potentiellement tous les utilisateurs pourraient se retrouver sur ce meilleur signal. Et donc tous les utilisateurs seraient sur la même borne, et donc l'utilisateur serait obligé de partager la bande passante de cette borne. Ce qui, in fine, pourrait amener à un mauvais service rendu à chaque utilisateur. Client Match a vocation à inverser ce rôle et à dire que c'est plus l'utilisateur qui va prendre l'initiative de la mobilité, c'est le réseau. Et donc le contrôleur, l'entité logique et intelligente du système, va interroger toutes les bornes, va en récupérer toutes les informations de radiofréquence, de rapport signal-bruit, de niveau de puissance, d'applications utilisées, de nom d'utilisateur, ainsi de suite. Donc il y a 7 critères qui vont être réintégrés dans un algorithme et le contrôleur décidera de la mobilité des utilisateurs. Il va dire à telle borne, désassocie cet utilisateur, et il va dire à d'autres bornes, t'es la seule à faire une offre d'association. Ce qui permet d'avoir un équilibre complet de tous les utilisateurs sur l'ensemble des bornes disponibles. Donc chaque utilisateur va trouver un moyen efficace de communiquer et il sera en total partage des ressources avec les autres. Il ne sera pas en conflit, il y aura un véritable partage et il y a un véritable équilibre des flux, ce qui permet par ce biais-là d'avoir un vrai réseau Wi-Fi qui fonctionne de manière efficace. Client Match a encore été amélioré dernièrement, puisqu'on a des bornes de la deuxième génération du 11AC, donc de ce qu'on appelle le Web 2, qui nous permet de gérer du multi-user MIMO. Et on va utiliser Client Match pour également profiter de ces 4 antennes et de ces 4 streams disponibles pour avoir une meilleure distribution des flux sur des terminaux qui en général seront en 11AC, mais seront en double stream simplement, 2 antennes double stream. Et donc on va optimiser au mieux l'ensemble de ces flux pour, en fin de compte, grosso modo, augmenter le rendement global de la borne et des utilisateurs. Une des caractéristiques également importantes des solutions Aruba, et qui trouve un écho particulièrement favorable dans l'environnement HP, le modèle SDN, Software Defined Networks. On dit beaucoup de choses sur le SDN, mais on pourrait le résumer par comment l'infrastructure réseau et les applications peuvent communiquer et coopérer entre elles de manière à ce qu'à un moment donné, les applications donnent des indications au réseau pour mieux fonctionner, amener une meilleure QoS, amener un contrôle sur les flux en les déroutant ou en les bloquant. Donc, tout ça, on peut le mettre en œuvre. En l'occurrence, on trouve un élément commun, c'est le fonctionnement avec l'environnement Link de Microsoft, où on sait négocier et récupérer des informations d'un côté et où agir de l'autre, pour que d'un côté, on affiche à l'écran le tableau des communications téléphoniques, des appels, mais également on y insère la bande passante consommée, les codecs utilisés, les variations de latence, la latence. Et en fait, le plus important, c'est la variation de latence, puisque c'est l'élément le plus destructeur sur un codec audio. Mais l'idée, c'est bien de donner tous les éléments d'appréciation à l'administrateur pour identifier la source du problème, la corriger et la traiter. Donc, le SDN, que ce soit dans le monde Aruba ou dans le monde HP, on est capable d'offrir une infrastructure totalement intégrée et avec un contrôle précis du comportement de l'infrastructure réseau commandé par les applications. Donc on sait vous faire avancer dans cette voie et avec des fonctions très évoluées.
Je vais revenir rapidement sur ce qu'est une architecture classique de réseau Wi-Fi, telle qu'elle a été initialisée par Aruba il y a maintenant quelques années, puisque ce modèle est arrivé en 1996. C'est l'idée d'avoir des bornes, naturellement, d'avoir une infrastructure filaire qui va faire la collecte des flux des bornes pour le ramener à des contrôleurs. Mais dans ce modèle, la borne est un élément essentiellement de collecte, car c'est comme une antenne. Et l'ensemble des traitements se fait au niveau du contrôleur. L'idée aussi, c'est que l'architecture réseau qui peut être déployée sur un autre modèle que celui qui est appris à tout le monde depuis quelques années, qui est de dire il faut un core network, il faut une couche d'agrégation, il faut une couche d'accès, et puis accessoirement vous mettez des bornes sur la couche d'accès. Notre modèle est de dire que le Wi-Fi va devenir le média naturel d'accès au réseau. Et si c'est le média naturel d'accès au réseau, il va se substituer au réseau filaire. C'est pour ça que nous considérons qu'au niveau de l'accès, un bon nombre de commutateurs filaires, on considère qu'on peut en placer 90% en sans fil. Donc on fait une économie d'échelle non négligeable en termes de câbles, en termes d'équipement de commutation, qui peuvent être plus ou moins évolués. Puisque en mettant des bornes Wi-Fi, en l'occurrence, on s'affranchit de tout problème de boucle Ethernet de niveau 2, ce qui a toujours été un cauchemar pour tous les administrateurs de réseau dans le temps. Mais aujourd'hui, en termes d'infrastructure et d'échelle, positionner des bornes Wi-Fi qui sont de classe gigabit à l'accès offre le même niveau de service que pour un commutateur filaire. Ensuite, le complément dans cette infrastructure, c'est naturellement des outils de supervision et de contrôle d'accès, et ce sont des points sur lesquels je vais revenir. Ça, c'était mon téléphone, je suis désolé, j'ai oublié de le mettre en mode silence. Mais l'idée, c'est bien que cette combinaison du savoir-faire d'HP dans le filaire, puisqu'ils ont des technologies vraiment de toute première ordre dans le data center, dans le réseau de campus, voire dans le NAN, combiné à des équipements d'accès en Wi-Fi, pour nous fait une des toutes premières offres, et Gartner qui a été présenté l'a bien compris dans ce sens, une des toutes premières offres intégrées et homogènes au service de l'entreprise, enfin au service des organisations en général. L'idée, c'est que les modes de communication entre les personnes, et là je ne parle pas de communication audio-vidéo sur Internet entre des particuliers, je parle bien d'outils professionnels, d'applications professionnelles qui vont utiliser une infrastructure Wi-Fi dont le niveau de déterminisme, dont le niveau de prédictibilité de comportement et le niveau de performance sont largement compatibles avec la totalité des applications usuelles dans la bureautique pour les utilisateurs de bureau. Donc, avec de la QoS qui va bien, donc, on a des communications électriques qui sont parfaites, comme sur du filaire. Et puis, c'est surtout, pour un grand nombre, la possibilité d'utiliser des terminaux, d'autres moyens de communication, d'autres moyens de travail. Et c'est l'espace de travail qui est directement impacté, puisque, en fait, travailler sur une tablette, on peut s'installer un peu partout. Là où travailler avec un desktop et une liaison filaire nous oblige un petit peu à une position, à de l'espace, à de l'énergie différemment amenée. Donc, dans la réflexion, même les gestionnaires d'immobilier, ce qu'on appelle les facilities en américain, même ces éléments-là peuvent être directement impactés par l'adoption de cette nouvelle technologie. Donc le 11AC, ce que l'on peut dire aussi, c'est son niveau d'adoption. Autant le Wi-Fi en 802.11n, qui offrait jusqu'à 300-450 mégas de débit utile, était déjà largement utilisable dans le monde de l'entreprise. Si vous voulez, je vous raconterai, à part des anecdotes sur des gens qui se croyaient en filaire, mais ils étaient sur un téléphone TE1P à 100 mégas, et en fait tout passait par le Wi-Fi qui annonçait 300 mégas. Les gens étaient rassurés, mais parce qu'ils se croyaient en filaire, mais ils travaillaient en fait en Wi-Fi. Donc je sais, et j'ai pertinemment depuis très longtemps, qu'un réseau Wi-Fi même est largement suffisant. Le 11AC vous apporte un débit de classe gigabit, sachant que la plupart des terminaux
PC, smartphone, en général n'ont que 2 antennes et donc sont en 2 streams la plupart du temps. Donc on a toute une gamme de produits qui couvre l'ensemble de ces usages et qui est optimisée en termes de budget. Ce qui va m'amener à quand même vous présenter des produits, des boîtes. Un petit rappel sur ce qu'apporte le 11AC. Donc il y a quand même un saut qualitatif non négligeable pour le 11AC. Juste pour rappel, le 11AC apporte différents modes d'encodage. Donc je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais le QAM256, donc ça permet d'avoir une meilleure densité d'information par unité de transmission, ne nécessitant que quelques dB de plus pour pouvoir fonctionner à plein rendement. C'est le multi-user MIMO, c'est toujours le beamforming, donc multi-user MIMO, possibilité d'utiliser une fraction des antennes pour communiquer avec un terminal. Le beamforming, également l'utilisation de certains mécanismes RF pour avoir un meilleur facteur de direction des flux vers le terminal, tout ça pour aider à la transmission. Et le Wave 2 donc, a été amélioré, j'ai l'impression que ça a été amélioré pour avoir des débits encore meilleurs. Néanmoins, il va, pour les très hauts débits, consommer jusqu'à 160 MHz de largeur de bande, là où le Wave 1 en 11AC fait du 1,3 gigabits sur une largeur de bande de 80 MHz. Dans l'espace radiofréquence français, ça nous laisse 4 canaux disponibles, donc ce qui nous permettait encore de la mobilité et du roaming entre bandes. Dans le cadre du Wave 2, ça nous laisse que 2 canaux. Et donc en fait, même le 11AC en Wave 2 n'est peut-être pas la meilleure réponse dans un environnement entreprise. Et que d'avoir des canaux plus petits, des débits plus petits, mais avoir une meilleure densité de bornes, sera peut-être en termes d'architecture et en termes d'efficacité de réseau, une meilleure réponse pour l'usage qui va en effet. Par exemple, on équipe le Stade de France. Donc, au Stade de France, ce sont des bornes qui peuvent faire du 1,3 gigabits, mais on a limité la largeur de bande à 20 MHz, justement pour favoriser cette densité et permettre à tout le monde d'avoir un service réseau qui doit lui afficher des vidéos, et ainsi de suite. Donc, la partie ingénierie, même en 11AC, des fois, d'utiliser les meilleures performances n'était pas la meilleure réponse. Donc, c'est un point que je voulais mettre en exergue à ce niveau-là. En termes de produits, nous avons des bornes Wi-Fi. C'est incontournable. Donc, on a une série de bornes de type outdoor. Elles ont vocation à s'installer à l'extérieur, donc les hôtels, les hôpitaux, où là la borne va être non seulement un point d'accès Wi-Fi, mais sur lequel on a des ports Ethernet qui peuvent permettre de brancher une télé pour des services avancés dans un hôtel, par exemple. Donc, ce sont des bornes qui ont des formats un peu particuliers, qui prennent difficilement place dans le monde de l'entreprise. Et sinon, il y a des bornes Indoor Access Point. Donc là, c'est toute la gamme de points d'accès en 11AC, avec des niveaux de performance étagés, donc qui vont du double stream à 867 mégabits de débit utile. Ce sont des doubles bandes, donc je ne parle même plus du service en 2,4 Go, je le considère comme un acquis, il est présent. Mais en 5 GHz, là on peut avoir 2 streams, 867 mégabits, 3 streams, 1 giga 3, et pour la plus grosse, la 320, donc 1,7 gigabits entre 4 streams et 160 MHz. Ces bornes existent en 2 formats. C'est le même hardware, mais vous pouvez les avoir en point d'accès simple qui aura besoin d'un contrôleur pour fonctionner. Et à aucun moment on pourra les exploiter sans avoir le contrôleur. Ce contrôleur permettra en l'occurrence de mettre en œuvre un plan de contrôle avec du chiffrement, donc d'avoir un maximum de sécurité sur l'utilisation de la borne. Mais on peut également les avoir en mode ce qu'on appelle auto-contrôlé ou instant. En fait, un sous-ensemble du contrôleur en version logicielle est implanté sur les bornes, et ce qui permet de déployer des bornes en mode, dans un petit cluster sur le même VLAN, le même domaine de broadcast,
et de s'affranchir du besoin du contrôleur. Ça permet de faire des petites installations, enfin petites, tout est variable, puisqu'on peut aller jusqu'à 128 bornes et 2000 MAC adresses. Mais ça peut faire des installations qui vont couvrir un usage de quelques bornes, de quelques dizaines ou centaines d'utilisateurs, là où avec les contrôleurs en cluster, on peut toucher des dizaines de milliers d'utilisateurs, des milliers de bornes et des centaines de contrôleurs. L'idée, c'est de pouvoir fournir du plus petit usage jusqu'au plus gros usage une offre cohérente et qui n'impacte à aucun moment vos budgets si vous étiez amené à évoluer en taille. En fait, les bornes autocontrôlées, on peut les convertir dynamiquement en bornes contrôlées et donc les faire utiliser par un contrôleur. L'idée ici, c'est de protéger vos investissements déjà réalisés et que même une installation la plus petite possible, qui peut fonctionner en mode cloud, qui peut fonctionner en mode autonome, puisse être toujours réutilisée, même si le réseau augmente et même si la solution de cluster d'instant n'est plus possible. Là où je sais que d'autres solutions d'autres compétiteurs ont des solutions petites et grosses qui sont totalement hétérogènes et qui obligeront à soit mettre le matériel de côté ou soit le jeter. Donc c'est un point sur lequel on peut mettre l'accent, c'est que les investissements que vous faites chez Aruba à tout moment, quelle que soit la taille de réseau que vous aurez, pourront toujours être consolidés. Et surtout qu'une borne instant qui passe avec un contrôleur pour revenir une borne instant facilement, simplement la réinitialiser en banque. Voilà. C'est une solution très évolutive. En termes de contrôleurs, nous disposons donc d'une gamme de contrôleurs de campus qui vont globalement de 256 points d'accès jusqu'à 2000. Mais comme on peut les agencer en cluster, on peut encore augmenter le nombre de bornes. Donc, il n'y a pas vraiment de taille limite. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. On a aussi une gamme de contrôleurs dite de branches ou d'agences et qui ont, à l'instar des bornes autonomes, autocontrôlées, la possibilité de s'auto-provisionner en s'adressant à Internet. Elles vont pouvoir trouver sur Internet un service qui est mis à votre disposition gracieusement, qui s'appelle Activate, et qui va vous permettre simplement d'envoyer la boîte sur le site. Si vous trouvez quelqu'un là-bas qui sait la brancher sur le secteur et sur la box Internet, le système va se connecter sur Internet, trouver le service Activate et il va obtenir toutes les informations pour aller se connecter sur votre site et obtenir des informations de configuration. Et donc ça c'est extrêmement intéressant pour du zero touch provisioning et pour être libéré d'un peu toutes les tâches fastidieuses. C'est encore mon téléphone, désolé. Pour gérer tout ça, il y a tout un panel de fonctions et de services. Donc comme je l'ai indiqué, il y a des équipements qui ont besoin d'un contrôleur pour fonctionner et d'autres qui sont sans contrôleur, appelés instant. C'est le même hardware, physiquement c'est exactement le même hardware et c'est le même prix. Donc vous avez tout le loisir de choisir ce qui vous est le plus favorable à l'acquisition. Et tout cet ensemble peut être géré par une solution de management qui s'appelle Hardware, je reviendrai dessus plus particulièrement, et Central, qui est le nom de notre solution cloud, qui vous est ouverte à un abonnement, et qui vous permet de gérer toutes les bornes que vous auriez dispersées sur tous les sites à partir d'un point central qui est un service cloud sur Internet hébergé par Aruba. En fait, hébergé par Aruba chez Amazon. Mais ça vous permet d'avoir des sites Amazon au plus près de vos régions. À noter que prendre l'option de manager central ne vous engage pas à vitam aeternam. À un moment donné, vous pourriez considérer que la solution centrale n'est plus adaptée à vos opérations, à votre fonctionnement, et de l'abandonner et de revenir à un management local avec Airweb ou en management direct des équipements. Donc là aussi, la possibilité de reculer sans hypothéquer totalement vos investissements. En termes de management, je voudrais mettre l'accent sur Airweb. Airweb, comme le dit un de mes commerciaux, est une plateforme très intéressante parce que ça fonctionne comme un magnétoscope. Et je veux revenir sur le syndrome pour tous ceux qui sont responsables de l'IT.
sur le syndrome de l'utilisateur qui vient vous voir 2 heures après au mieux, 24 heures après au pire, et qui vous dit à tel endroit avec mon PC en Wi-Fi, j'avais un mauvais service. Et là, normalement, vous vous pouvez désarmer parce que sur quoi vous appuyez pour diagnostiquer, pour comprendre ce qui se passe. AirWare, ce n'est pas simplement une plateforme qui va mettre un bouton vert quand il voit votre borne ou votre contrôleur. C'est un équipement qui, une fois vu votre contrôleur ou votre borne, va toutes les 5 minutes pratiquer un enregistrement de tout l'environnement de fonctionnement concernant votre infrastructure filaire si nécessaire, ce qu'on peut le faire, votre infrastructure Wi-Fi, vos utilisateurs, en fait tout ce qui concerne le fonctionnement. Et vous allez pouvoir vous positionner dans l'unité d'espace-temps où votre utilisateur a eu un problème. Vous allez pouvoir revenir sur le hier ou l'avant-hier, de 14h à 16h, et voir quel était son environnement réseau, parce qu'il est enregistré, il est dans la base de données. Et donc vous allez pouvoir avoir un outil particulièrement précis pour essayer de faire ce diagnostic. Et quand vous regardez cet écran, qui est flou, vous avez en fait en haut toute la chaîne de liaison de la connexion de votre utilisateur. À gauche, vous avez son PC, et donc sur la partie bas, vous avez toutes les informations concernant le PC. Juste à droite du PC, vous avez le réseau Wi-Fi. Donc si vous cliquez, vous avez toutes les informations contextuelles du réseau Wi-Fi, des bornes qui sont gèrent, les interférences, ainsi de suite. Juste à droite, vous avez la borne. Vous continuez par le switch qui raccorde la borne. Vous continuez par le contrôleur qui gère l'infrastructure réseau Wi-Fi. Et vous terminez par le dernier switch, juste devant le routeur. Et en fait, le système automatiquement, en gérant le Wi-Fi et en gérant l'infrastructure filaire, va vous donner l'ensemble du domaine de broadcast qui concerne votre utilisateur sur son accès SSID et les communications sur tous les équipements traversés. Et vous avez des codes couleurs sur des valeurs par défaut ou des valeurs que vous pouvez modifier vous-même pour avoir des indices sur la source du problème, si problème il y a. Et donc voilà, c'est un outil qui est assez particulier sur le marché et qui est extrêmement utile dans ces phases de diagnostic. Et puis donc il y a quand même un certain nombre de tableaux de bord, parce qu'on va profiter des informations sur les contrôleurs pour les collecter et les consolider. On va consolider l'usage des applications, la bonne façon de consommer, qui les consomme. On va aller jusqu'à l'utilisateur qui consomme les flux et voir comment les applications de type voix, par exemple, fonctionnent, de voir quelle était la notation en termes de qualité de la transmission. Voilà, toutes ces informations sont disponibles. On a également un système de cartographie où on va avoir le positionnement des bornes, les températures, c'est-à-dire les niveaux de puissance des signaux, et on va avoir des codes qui vont indiquer si le poste travaille dans de bonnes conditions. Et finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est que si votre utilisateur est très mobile, sur la cartographie, vous allez pouvoir rejouer pour les 24 dernières heures tous les mouvements de l'utilisateur. Donc sur la carte, vous allez voir par où il est passé, vous allez voir le trait noir, et vous allez pouvoir diagnostiquer imaginer son comportement sur le réseau. Et c'est autant d'indices qui vont vous permettre de comprendre pourquoi, à un moment donné, cet utilisateur a eu s'est plaint de son service réseau. Je voudrais aborder un dernier point, je ne sais pas si je suis dans le temps. Un dernier point, c'est que le réseau Wi-Fi a soulevé dès le début cette question qui était quid de la sécurité. J'ai encore entendu ce matin quelqu'un qui me disait que quand même la sécurité sur le réseau filaire, c'était mieux que sur le réseau Wi-Fi. Là où j'ai rétorqué qu'avec les outils et les mécanismes de chiffrement et les outils d'accueil et d'identification des utilisateurs sur le réseau, j'avais des clients qui commençaient à utiliser les technologies du Wi-Fi, à savoir l'authentification sur 2.x, dans le filaire, parce qu'ils voulaient étendre la mobilité. Pour eux, la mobilité, ce n'était pas simplement un problème du filaire, c'était un problème de l'utilisateur dans l'entreprise. Et que cet utilisateur venait par le Wi-Fi, mais venait aussi par le filaire. Et que son problème, c'était de savoir, sur le filaire, quand il se connectait, pourquoi il se connectait, et de le contrôler de la même manière que tout à chacun. Donc on a une plateforme qui fait ça, très bien. On appelle ça vulgairement un serveur Radius, parce que ça met en œuvre le protocole Radius. Ça met d'ailleurs, pour ClearPass, également le protocole TACAX+.
qui était quelque chose qui n'existait pas chez certains de nos compétiteurs, qui auraient mérité de l'avoir. Et c'est une solution qui a vocation à gérer l'ensemble. Vous voyez, c'est très large comme dénomination. Hein, il ne s'agit pas juste de détecter si c'est un tel et s'il a mis son bon mot de passe. On veut aller plus loin. Parce qu'en fait, vous nous demandez en règle générale, vous nous demandez d'avoir des discriminants beaucoup plus précis sur les conditions d'accès de l'utilisateur au système d'information. Donc c'est une plateforme qui va gérer ça et qui a des modules additionnels, guest, onboard et on-guard, qui sont des modules qui vont couvrir des besoins particuliers de l'accès au réseau, à savoir le portail guest, donc un portail captif pour identifier un utilisateur ou d'autres services qui ne seraient pas directement enregistrés sur la base. L'onboarding et l'on-guard, c'est le traitement des terminaux pour essayer d'enregistrer leur configuration ou de vérifier leur conformité. Mais je vais revenir sur ces éléments-là. C'est une architecture qui également, c'est un trait assez particulier d'Aruba, qui fonctionne en mode cluster, donc qui peut être distribué sur plusieurs sites avec un élément fédérateur qui va garantir l'uniformité de la stratégie d'accès au réseau de l'entreprise. Donc, le Policy Management, c'est en fait un moteur qui va s'intéresser, oui, en effet, à l'utilisateur, à son identité, qui va venir soit d'une PKI, soit d'un système de token, soit d'un Active Directory d'un DAP, ou même d'une base de données SQL. Donc en fait, c'est un moteur qui va pouvoir s'adresser à N sources d'authentification, mais N, pas N différentes, ça peut être N en même temps, puisqu'il peut y avoir des éléments combinés d'informations sur les différentes bases de données. Et puis on va faire un certain nombre d'opérations amusantes dessus. On va déjà, quand l'utilisateur se connecte, on va s'intéresser à son terminal. Donc dès qu'il va se connecter, qu'il va prendre une adresse IP par DHCP, ou voire même en se connectant à notre contrôleur, on va faire une prise d'empreinte de son terminal et on va savoir ce que c'est. Est-ce que c'est un Windows, est-ce que c'est un Mac, un terminal, un Android. Et en fait, on va pouvoir faire des classements, parce que ces classements, ce sont autant d'indices qui vont nous permettre de conditionner l'accès au réseau de l'utilisateur. Si c'est un smartphone, une tablette, on va s'interfacer avec une solution de MDM, un AirWatch, un Mobile iRun, enfin bon, la liste est longue comme le bras. Et puis on va mettre en œuvre des protocoles comme du NAC, du Radius, du TACAX. Voilà, on va négocier avec l'équipement d'accès, ce qu'on appelle le NAD, donc le contrôleur Wi-Fi, le switch Ethernet qui fait du 802.x, ou même à la limite tout équipement qui communique en Radius et qui a un dictionnaire d'attributs Radius, on va pouvoir le mettre en œuvre pour affiner au mieux les échanges avec lui et donner des informations complémentaires. Et on va pouvoir comme ça faire une classification de l'utilisateur. Et si l'utilisateur est de la comptabilité, qui vient avec un smartphone et qui se connecte à Marseille alors qu'il est basé à Paris, et bien potentiellement, on va lui réduire son champ d'activité et on ne lui laissera que l'accès à la messagerie. Si c'est un ingénieur et qui fait autre chose, voilà, on intègre tous ces éléments, on intègre aussi le temps consommé, puisque dans la base de données on fait de la compting et on peut savoir ce qu'il a consommé sur le réseau, quand est-ce qu'il s'est connecté, et définir des règles d'unité de temps pour lequel l'utilisateur sera accepté ou pas. Et pour certains, on va renvoyer des attributs au contrôleur Wi-Fi en disant cet utilisateur aura tel rôle et il n'aura droit qu'à telle bande passante. Donc tout ça peut être totalement géré et contrôlé par ClearPass. Enfin, déjà par la solution de Policy Management. Et ces informations, on va les partager. Parce qu'en fait, ClearPass, c'est une plateforme ouverte. On va pouvoir aller chercher des informations, mais on va pouvoir les donner à d'autres périphériques qui peuvent en avoir besoin. Typiquement, avec Palo Alto, on partage cette idée que ce qui est intéressant, c'est de suivre l'utilisateur. Un groupe d'utilisateurs représenté par un subnet IP, je ne sais pas ce qui se passe, c'est pas assez granulaire, il faut plus d'informations. Palo Alto a cette capacité de s'intéresser à l'utilisateur
Et bien, notre solution est capable d'envoyer des informations à Palo Alto pour dire, ben voilà, telle adresse MAC, telle adresse IP, c'est tel utilisateur. Et lui, il va pouvoir représenter au mieux à l'opérateur, et l'opérateur saura mieux comprendre ce qui se passe sur le réseau. Autrement, c'est des statistiques, des informations, Splunk. Splunk est quelque chose qui est très apprécié, qui est d'ailleurs pas très économique, si je me rappelle bien, mais qui est très apprécié de par ses fonctionnalités pour intégrer des données et faire des représentations de statistiques d'usage, et ainsi de suite. Donc on a des liens avec Splunk, on a des liens avec plein d'autres systèmes externes. Et puis, comme je parlais de tout ce qui était les mobile device management, tous ces outils, quand quelqu'un se connecte avec sa tablette, on est capable d'interroger MDM pour dire, mais attends, est-ce que sa tablette est conforme? Et le MDM nous dira oui ou non, ou peut-être. Et dans ce cas-là, on pourra conditionner les conditions de connexion de cet utilisateur au résultat de ce que nous retourne le MDM. Donc voilà, on est capable de mettre en place toute une chaîne de vérification qui ne concerne plus que l'utilisateur, mais qui concerne tout son environnement de travail et tous ses outils de travail, et son aspect hiérarchique, et ainsi de suite. Donc voilà, parce qu'en fait, un utilisateur qui se connecte, il va aussi beaucoup vouloir se connecter, comme il fait partie de la génération mobile, il va vouloir se connecter avec son propre équipement. Et son propre équipement, par définition, il fait ce qu'il veut avec. Et en général, ce qu'il fait avec, ça fait peur à l'entreprise. Donc voilà quelques statistiques récupérées sur l'usage des terminaux. 31% des employés admettent, en faisant une fausse manip, ils ont perdu des données de l'entreprise. Enfin, des données. Mais accessoirement, ça peut être des données de l'entreprise. Il n'y a aucune raison de faire plus attention aux données de l'entreprise qu'à ses propres données. Beaucoup de désobéissance. Sur le chef dit il ne faut pas faire ça, l'employé dit ben, je le fais quand même. Ça se voit beaucoup. Bon, je suis le premier à le faire. Beaucoup de 60% des employés partagent des données entre leurs devices particuliers, celui d'entreprise. Voilà, donc là, la frontière est mal définie dans l'usage du terminal. Et 20% des employés n'ont pas de password sur leur terminal. Bon, ça c'est un risque premier pour l'entreprise. Si tant est qu'on accepte l'outil sur le réseau d'entreprise et qu'il ne met pas de mot de passe, donc c'est ouvert à tout. C'est pire que le chiffre. Donc pour ça, on a mis en place des outils pour que ce terminal, cette tablette, puisse être intégré dans le réseau d'entreprise au niveau de sécurité, en conformité avec la règle de sécurité de l'entreprise. Donc l'utilisateur va pouvoir se connecter à un portail par le réseau Wi-Fi, un portail où il aura le droit d'enregistrer son équipement. Et dans son équipement, pendant son enregistrement, on va configurer l'ensemble des accès réseau entreprise. Donc on va enregistrer un certificat, on va enregistrer des règles de logiciels à installer, on va enregistrer un certain nombre de choses, et en fait, tout ça va conditionner l'accès. Et surtout, on va identifier le terminal, on va prendre une empreinte, et quand il se connecte après coup, on va pouvoir dire « Ah, c'est tel terminal », donc c'est pas vraiment un inconnu, c'est pas tout à fait quelque chose de maîtrisé, donc on va lui laisser une marge de manœuvre plus large. Et donc ClearPass va permettre de vraiment faire coller cet utilisateur aux règles de l'entreprise. Donc voilà, l'utilisateur, son portail, j'étais en avance de phase sur mon explication, et il va pouvoir utiliser le service. Donc, mais c'est quand même, quelque part, l'entreprise qui garde le contrôle sur ce terminal et qui quand même accepte de lui donner un minimum de service. Le portail guest de ClearPass, ça n'est pas un hotspot, c'est une solution pour offrir à des visiteurs ou des partenaires ou des collaborateurs d'autres entreprises qui viennent chez vous sur votre réseau, leur donner un accès à Internet, ou voire à des zones partagées, parce que vous avez des projets communs où vous partagez des ressources. Et l'idée, c'est de les accueillir par un portail. Donc, il ne s'agit pas de les enregistrer dans l'AD, il ne s'agit pas de leur donner un mot de passe et des certificats.
Mais on peut quand même avoir un minimum de service et on ne veut pas que le portail guest prenne des ressources d'une personne. Donc, on a un système où en fait, l'utilisateur vient, crée son compte, il dit qui vient voir, et en disant qui vient voir, la personne visitée va pouvoir dire si elle est d'accord ou pas en fonction de ses niveaux hiérarchiques. Et donc ça permet de distribuer l'accueil des visiteurs sur le réseau. Pardon. Et donc c'est quelque chose qui est très efficace. Mais il y a tous les modes sont possibles, c'est très riche, c'est vraiment un seul exemple que je montre. Et le HomeGuard, c'est quasiment fini, c'est l'idée que le terminal, le PC, enfin, le terminal lourd, hein, je parle du PC, Windows, Mac OS X ou Linux, quand il vient sur le réseau d'entreprise, un agent peut négocier avec ClearPass pour définir si les règles de sécurité, si les paramètres sont respectés. Vérifier qu'il n'y a pas une clé USB, vérifier qu'il n'y a pas telle application ou que tel outil y est, et vérifier que telle valeur de registre n'est pas compromise. Donc ce sont autant de choses que l'on peut demander à ClearPass de vérifier et qui va permettre d'accueillir le PC, soit sur le réseau légitime de l'entreprise, soit sur un réseau de quarantaine, là où il ira se faire réparer et se faire nettoyer. Donc voilà, l'idée c'était de vous montrer ce qu'était notre stratégie, les quelques éléments, désolé si j'étais trop vite, voilà, et les éléments qui concourent à l'élaboration d'un réseau Wi-Fi, assurant de la mobilité au plus haut niveau de sécurité dans l'entreprise. Voilà, en espérant que j'ai été assez clair. Merci. Donc on a un petit peu débordé, on est désolé, on passe à une pause café où vous pourriez éventuellement poser des questions concernant cette présentation ou la précédente ou pour les autres solutions que nous proposons. Donc je souhaite